Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midili. Mon invité ce soir est Christophe Mauny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur académique dans le Gard, directeur académique des services de l'éducation nationale. Vous êtes arrivé il y a tout juste un an maintenant dans ce département du Gard. Vous veniez de l'Hérault, on en parlera évidemment tout à l'heure, de ce département voisin. On dit beaucoup de vous que vous êtes un inspecteur académique sur le terrain. Ça vous va bien cette définition ? Je pense que ça me caractérise assez bien, d'être au plus près et en proximité des acteurs, quels qu'ils soient. Est-ce que vous leur dites aux acteurs sur le terrain ? D'abord, je les rencontre pour essayer de rendre lisible et visible ce qu'est l'éducation nationale sur les territoires. Et pas forcément ce que je fais, mais bien sûr ce qu'ils peuvent voir de ce qui se fait. Alors, vous êtes sur le terrain, on le disait, à la rencontre, bien sûr, et on va en parler, des acteurs du territoire, politiques, économiques, sociaux, mais aussi, évidemment, de vos forces vives, c'est-à-dire les 537 directrices et directeurs des 12 circonscriptions du Gard, c'est bien ça ? Oui, plus un peu plus de 100 chefs d'établissement et adjoints dans le second degré, que ce soit collège ou lycée. On a la traditionnelle, après la traditionnelle rentrée de Madame la rectrice, dans les départements, on a un temps de rencontre avec l'ensemble de ces cadres pour ni plus ni moins donner la feuille de route et puis rendre lisible un peu notre action collective, même si elle se traduit spécifiquement dans chaque lieu, au regard des territoires et de leurs spécificités. Et puis, on a un peu innové cette année avec les directeurs. Je vois régulièrement, tous les mois, les inspecteurs de l'éducation du premier degré, qui sont les personnes en hiérarchie immédiate des directeurs et directrices. Et cette année, après une visio au mois d'avril sur les enjeux de l'école et le pilotage pédagogique, eh bien, on a décidé d'aller à leur rencontre, physiquement. 12 circonscriptions, 12 rencontres, tout durant le mois de septembre et début octobre, pour aller discuter de sujets qui touchent directement leur pilotage pédagogique, à savoir, je dirais, leur quotidien, l'école inclusive, la lutte contre le harcèlement, et tout sujet que chacun et chacune souhaiterait discuter en ma présence. On va en parler évidemment. Évidemment, faire descendre des messages et aussi faire remonter, j'imagine, des doléances, des angoisses liées à l'état de la société, à l'état aussi des enfants, des parents qui s'inquiètent beaucoup de l'avenir de l'école probablement. Alors la démarche déployée dans les 12 circonscriptions, autant la réunion avec les chefs d'établissement du second degré était de faire descendre des messages et d'avoir des choses un peu claires qui nous unissent ensemble. Avec les directeurs, la démarche est un peu différente. On est plutôt moins dans la descente de messages que dans essayer de comprendre et dans la préhension de choses qui constituent leur quotidien, à la fois leurs atouts, leurs questions, leurs incertitudes, leurs difficultés, leurs contraintes, leurs obstacles, pour qu'après, derrière, enrichis de ces 12 rencontres, nous puissions au niveau départemental nous questionner nous-mêmes sur notre pilotage et les leviers que nous pouvons activer pour venir en soutien de leur quotidien et faire en sorte qu'il y ait une unité d'action au sein de chaque école et de chaque collège et lycée. D'ores et déjà, qu'est-ce qu'ils vous font remonter de leurs attentes, de leurs espoirs, des sujets qui peuvent émerger de discussions, là encore, avec des parents, avec les plus jeunes. On parle beaucoup des fondamentaux, des savoirs fondamentaux, évidemment c'est une priorité. Est-ce que ça, c'est évidemment leur préoccupation, mais comment arrive-t-il aujourd'hui, en 2024, à l'appréhender ? Alors déjà, une des premières demandes, c'est une recherche de temps utile, pour qu'ils puissent avoir du temps, seul ou en équipe, de réfléchir à la dynamique qu'ils souhaitent mettre en place en termes d'accompagnement des élèves et de tous les élèves, puisque, comme le dit très bien la circulaire de rentrée, ne laisser aucun élève sur le bord du chemin, c'est que ça a une valeur. Ouais. Et puis, ils ont un rôle, je dirais, important dans la réduction de l'écart qu'il peut y avoir entre ces orientations nationales et ce qui se passe réellement dans les classes, dans l'école dont ils ont la responsabilité. Donc dégager du temps utile, c'est quelque chose de très important et donc les discussions autour du pilotage pédagogique, c'est dans la gestion RH, la gestion des personnels, le lien avec les familles, qui est un lien absolument incontournable aujourd'hui, puisque
la réussite des élèves, bien évidemment, se mesure aussi dans notre capacité à relier les différents temps de l'enfant entre ce qui se passe à l'école, mais aussi ce qui se passe dans les familles, sans aller dans l'intimité, bien évidemment, mais être sûr que, au même titre que ce que je fais avec les élus en proximité sur chaque territoire, rendre lisibles et visibles nos attentes comme nos actions au bénéfice de leurs enfants. Alors avec des thématiques, j'imagine, qui traversent autant le monde scolaire que la société civile, des parents et des enfants, quelques-uns, si vous voulez bien, je voudrais qu'on puisse aborder ensemble. Je pense au harcèlement scolaire, au cyberharcèlement. On sait que c'est une des priorités du ministère de l'Éducation nationale. Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, comme on dit, démissionnaire à l'heure actuelle, avant la nomination d'un gouvernement, et la rectrice, et de vous-même, comment ça se traduit ça? Comment, là encore, on met en place des outils? J'imagine que c'est pas si simple au quotidien pour les directeurs, les enseignants. Alors, c'est pas... Déjà, n'importe quel sujet n'est simple par définition dès lors qu'on touche le processus éducatif d'un enfant. Quand on veut accompagner les personnels sur ces sujets-là, tels que le harcèlement, puisque vous voulez aborder ce sujet-là, on se pose la question du protocole, de la méthodologie, puis de la montée en compétences des personnels. Donc c'est à la fois un levier de formation, un levier d'aide à la prise en charge de ces problématiques-là. Mmh. Donc on a eu un recrutement de personnel dédié à la lutte contre le harcèlement. On a déployé au niveau académique et dans les départements de fait un volume de formation à la fois des cadres mais aussi des enseignants. On est toujours en cours de cette formation-là sur la lutte contre le harcèlement par le biais du protocole phare dans chaque école, avec une équipe constituée, des élèves ambassadeurs, des personnes identifiées, référentes. Et ça fonctionne vraiment bien, ce dispositif-là? Ça fonctionne bien parce que, déjà, on arrive à mieux détecter, premièrement. 2, on arrive à se répartir certaines tâches entre ce qui relève du niveau 1, qui peut être résolu au sein de l'école par un accompagnement dédié et spécifique tant pour l'élève agressé que pour l'élève agresseur ou harcelé et harceleur. Et dès lors qu'on passe sur un autre niveau d'importance avec des effets qui peuvent être néfastes, soit pour la santé psychologique de l'enfant, soit pour ses résultats scolaires, à ce moment-là, on a des équipes départementales qui peuvent agir et intervenir en soutien et en aide et en accompagnement des écoles. Un autre sujet qui a fait l'actualité de cette rentrée, c'est la lutte contre l'antisémitisme. La rectrice Sophie Béjean en a fait une priorité, évidemment au travers de ses inspecteurs académiques dans le Gard, dont vous êtes Christophe Mauny. On sait que l'été, tout comme d'ailleurs la fin de l'été, on se rappelle de la Grande Motte et de cet attentat perpétré à la synagogue, a fait beaucoup réagir l'ensemble des acteurs sur le territoire. Comment ça se traduit là encore, cette lutte contre l'antisémitisme? Est-ce que ce sont des cours de civisme, des cours de citoyenneté? Il y a des prises de parole régulières auprès des élèves? Alors d'abord, Madame la rectrice a souhaité mettre en point d'orgue cette problématique-là avec un pôle académique valeurs piloté par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, histoire, géographie et enseignement moral et civique, pour constituer tout un programme de formation auprès des enseignants, pour les rendre en capacité de mener ce genre de discussion et ce genre de débat au sein des établissements. Et donc, quand on s'adresse à des élèves du premier degré ou des lycéens, pas du tout le même public du point de vue des convictions qu'ils peuvent avoir. Et donc, on a développé cela. Les chefs d'établissement, on a appelé leur vigilance sur le fait qu'il y ait des rendez-vous réguliers sur ces sensibilisations, à la compréhension de ces mécanismes et à ne pas tomber trop facilement dans ce qui peut être de la croyance ou de l'idéologie, puisqu'on est quand même à l'éducation nationale. Donc on déploie ce genre, mais avec toute l'attention qu'on a sur des événements qui pourraient être de cet ordre-là, pour que nous puissions répondre sans en laisser aucun passer au travers les mailles. Et on sait aussi que c'est pour beaucoup d'enseignants parfois difficile de tenir des cours d'histoire autour des faits religieux. Là encore, ils peuvent compter sur vos services, des relais pour échanger, ne serait-ce être conseillés? Oui, on fait des formations pour des intervenants extérieurs régulièrement, dans le premier comme dans le second degré, pour les aider à aborder certains sujets. Installer un débat à l'école est un geste professionnel en soi. Ouais.
ça se réduit pas à un débat à l'école avec des jeunes en formation et en âge assez parfois difficile du point de vue des attitudes et des convictions ou des idéologies qu'ils pourraient avoir. Eh bien, mettre un débat en place, c'est un vrai geste professionnel. Il ne suffit pas de poser une question et de laisser les gens parler, les élèves parler. Non, ça s'accompagne, ça se régule, ça se relance. Ça se met en perspective. Ça se met en perspective, et donc il y a des accompagnements qui peuvent se faire. D'ailleurs, une de mes premières sorties, je crois, si je ne m'abuse, l'année dernière, quand je suis arrivé dans le département, était d'ouvrir une formation de ce type au lycée d'Audet pour des formateurs et des enseignants du lycée d'Audet formés sur ce sujet-là. Je voudrais qu'on évoque avec vous un autre sujet qui, là encore, a fait l'actualité il y a quelques jours. La Cour des comptes a pointé du doigt les efforts nécessaires à faire, à fournir encore autour de l'intégration des enfants en situation de handicap. Bon. Il se trouve que l'Occitanie se porte mieux que d'autres régions françaises et le département du Gard se porte mieux que le département de l'Hérault. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles parce qu'on sait qu'à chaque rentrée, et on le voit bien nous au travers de Midi Libre, beaucoup de parents nous alertent, nous sensibilisent sur la nécessité de mieux accompagner. Alors, sans faire un cocorico, on voit bien qu'il y a évidemment des efforts qui ont été faits. Là aussi, quel message passer à ces parents, à ces enfants, à ces personnels qui ont besoin d'être plus considérés probablement que le reste des personnels, le reste des parents, parce que c'est parfois difficile l'intégration. Absolument. Je dis absolument sur le rapport de la Cour des comptes et sur le constat fait au niveau de l'Occitanie, du département du Gard, entre autres. Je crois qu'on est arrivé à un moment donné du process, qui quand même remonte à 2005 avec la loi, donc heureuse loi d'ailleurs. Absolument. On est arrivé en cours de process à une forme d'efficacité. Il faut savoir que dans chaque département, il y a un conseil départemental de suivi de l'école inclusive qui se réunit régulièrement, 2 à 3 fois par an. Et autour de la table, vous avez des représentants d'associations, y compris des associations de parents d'élèves handicapés, et vous avez les 3 entités majeures concernées, l'Éducation nationale, l'ARS et la Maison départementale des personnes handicapées. Je crois que notre efficacité, d'abord, on ne va pas se reposer sur nos lauriers, c'est quand même une problématique qui reste constante, permanente, et qui reste prioritaire quoi qu'il en soit, parce que dès lors qu'on reste encore un enfant qui n'est pas accompagné, il faut qu'on trouve les moyens de le faire. C'est plus facile à dire que parfois à faire. La deuxième raison, c'est que on a beaucoup progressé dans les liens avec nos partenaires. Je pense à la MDPH, prescriptrice des notifications, notamment dans le rapport entre ce qui est de l'ordre de la notification individuelle et de la notification mutualisée. La seule différence, c'est qu'il y a un nombre d'heures qui est clairement noté dans la notification individuelle et qui montre que le handicap de l'enfant, en tout cas les obstacles auxquels il doit faire face, nécessite absolument la présence d'une aide humaine, sans quoi il serait empêché d'école. Lorsqu'on est dans une notification mutualisée, c'est un petit peu différent. On est plutôt proche des problématiques méthodologiques et d'accompagnement. Donc voilà, on a beaucoup progressé là-dessus pour mieux serrer les besoins des enfants. La deuxième chose, on a recruté beaucoup à l'Éducation nationale d'aide humaine, avec des formations qui sont déployées régulièrement. On a mis en place les pôles d'inclusion, les PIAL, de manière à ce que nous puissions mutualiser les moyens, non pas pour, répondre à un manque de moyens, ce n'est pas ça, c'est pour gagner en efficacité et en efficience et répondre à chaque instant de la scolarité aux besoins de l'enfant, parce que le handicap, c'est quelque chose de permanent. On peut mettre en place une aide humaine le lundi et mardi, et pour autant, le jeudi et le vendredi, le handicap ne s'éteint pas. Donc, on a ces réflexions-là. On a fait un gros travail sur la diversité des dispositifs et des accompagnements. Par exemple, si on prend ce qui est communément mis sur la table, les élèves souffrant du trouble du spectre autistique, par exemple, on a derrière cet intitulaire un nombre d'enfants qui ont des problématiques totalement différentes, entre des enfants en maternelle qui nécessitent une présence humaine très très forte de par les perturbations cognitives auxquelles ils doivent faire face, mais on a aussi des élèves souffrant du même trouble, qui ont un niveau d'autonomie élevé, qui n'ont pas forcément de difficultés et qui, pour être accompagnés, relèvent d'un autre dispositif qu'on appelle le dispositif d'autorégulation. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que, des moyens ont été mis. 2, un travail vraiment de partenariat fin, vraiment fort a été fait avec tous les acteurs. 3, que nous réfléchissons et nous avançons dans la diversification
des dispositifs, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse et unique au problème du handicap, entre des dispositifs ULIS, des dispositifs d'autorégulation, des unités d'enseignement externalisées, de l'aide humaine ou pas. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans la loi de 2005, accessibilité, compensation, sans jamais oublier qu'on vise aussi le processus d'autonomisation de l'enfant. Vous avez parlé de recrutement, parlons-en si vous voulez bien, Christophe Monnier, inspecteur académique. Dans le Gard, vous êtes mon invité ce soir. Est-ce que vous pouvez nous garantir aux parents qu'il y a un enseignant remplaçant chaque fois que l'enseignant titulaire est absent devant les élèves? C'est une préoccupation de tous les parents et peut-être à moindre niveau des élèves et des enfants, mais en tout cas des parents, ils le veulent. Alors déjà, ce que je peux garantir, c'est que le 2 septembre à la rentrée, il y avait un enseignant devant tous les élèves. Après, sur ce qui touche la problématique du remplacement, c'est un petit peu plus complexe que cela. Sur des remplacements prévisibles. En gros, congé maternité, c'est annoncé à l'avance, on s'est amélioré et aujourd'hui, on s'est organisé, on a la capacité de le faire. Là où je suis toujours en fragilité, c'est quand l'absence est déclarée le jour même, le matin même. C'est-à-dire en termes de réactivité, en fonction des disponibilités, des distances à parcourir, on est parfois, surtout lorsqu'il s'agit d'une seule journée, on est en difficulté. Donc, c'est la question garantir à chaque instant, pour chaque type de demande de remplacement, la présence d'un remplacement, je ne peux pas dire. Si je disais le contraire, je serais malhonnête. Mais c'est justement ces remplaçants, parce que les enseignants sont des humains comme les autres, ils peuvent se lever un matin et être malades, avoir un accident de la route imprévisible, ça peut arriver, on ne leur souhaite pas bien évidemment, mais c'est très difficile, on ne peut pas avoir implanté un remplacement à l'avance. Donc c'est ça notre point faible, si je puis dire, pour le moment. Est-ce que cette situation-là de remplacement, de présence d'un enseignant devant chaque élève est identique d'un territoire à l'autre et je précise, dans les villes comme en ruralité. Je sais que vous étiez jeudi matin avec les maires ruraux pour le premier forum de la ruralité. J'imagine que c'est des sujets que les maires ruraux ont évoqués avec vous. Assurer la permanence de fonctionnement dans ces territoires plus éloignés des grandes villes. Ou est-ce que la question ne se pose pas ? Elle se pose. Oui. Elle se pose, bien évidemment, entre autres d'ailleurs, entre autres sujets. Oui, mais plus fortement qu'en ville ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Le sujet du remplacement en ruralité, quand je suis interpellé, c'est bien évidemment la présence d'un remplaçant, mais en fonction de la durée du remplacement, que ce soit la même personne, et pas une rotation qui se soit opérée. Ça, on y veille, on est vigilant, ça peut arriver dans une gestion que l'on a centralisée en direction départementale de remplacement. On a une efficacité là-dessus. Après, se croisent parfois, en certaines périodes, des remplacements prévisibles, des remplacements non prévisibles, mais aussi des formations statutaires, obligatoires, qui nécessitent qu'on remplace des gens partis en formation sur leur temps de travail. Donc, le croisement de ces données-là fait que parfois, en plus, en fonction de l'année, encore heureux, on est en Occitanie, les températures sont quand même assez clémentes, mais on peut avoir des gens qui tombent malades peut-être plus en décembre, janvier, février, ce qui n'est pas anormal. Donc on a cette complexité à gérer, effectivement. Est-ce que parmi les sujets, il y a forcément la présence de l'école en milieu rural, la fermeture ou l'ouverture de classes? C'est ça qu'on évoque avec vous? Absolument. Dans le milieu rural, jeudi matin, l'ensemble des services de l'État sous la direction de la préfecture a installé le premier forum ruralité pour aller à la rencontre de plus d'une centaine de maires ruraux et présenter chaque service les problématiques. Moi, j'ai présenté l'Observatoire départemental des dynamiques rurales, qui est une instance obligatoire inscrite dans le plan France Ruralité que l'on doit réunir avant chaque CDEN chaque année. Il a été installé le 6 février dernier, avant le CDEN de février dernier. On va le réunir à nouveau. L'enjeu, c'est effectivement d'aborder quels sont les différents leviers de soutien à la ruralité. Bien évidemment, forcément, le sujet sensible de la carte scolaire, de celui des offres de formation et de l'accompagnement des parcours des élèves, de manière à ce que, où que soit localisé un enfant, un élève, il soit traité de manière égale. Alors effectivement, la place du service public d'éducation, c'est un sujet.
les ouvertures, les fermetures. Il y a un plus de classes aujourd'hui qu'on a nous. Qu'est-ce que Absolument pas. D'accord, mais vous avez des éléments chiffrés, c'est important pour nos auditeurs parce qu'on a souvent le sentiment que c'est difficile d'ouvrir des classes dans notre pays. Alors, c'est pas du tout difficile d'ouvrir des classes. Déjà, on en a ouvert plus que l'on en a fermé. Au final, sur l'ensemble de la carte scolaire, on a ouvert 4 classes de plus que ce qu'on a fermé au total. Donc, on a une balance positive en termes d'ouverture dans le département du Gard à la rentrée prochaine, alors même qu'on attendait et qu'on attend 600 élèves de moins. C'est donc bien que la carte scolaire n'est pas qu'une règle mathématique et du nombre d'élèves. Et donc, quand un maire me demande à quel nombre d'élèves on a la chance d'ouvrir une classe, je ne peux pas lui répondre. Et d'ailleurs, j'ai pris le temps, en janvier dernier, et ce sera encore le cas en janvier prochain, de proposer 4 réunions à destination des élus sur la carte scolaire, afin de lever tous les malentendus, afin de porter à leur connaissance quel est le processus d'élaboration d'une carte scolaire. Je le ferai en décembre, en visio avec l'ensemble des directeurs et des directrices, de manière à ce que nous évitions d'entretenir cette méconnaissance, ces malentendus, qui finalement génèrent des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Moi, mon rôle, c'est d'assurer que le service public d'éducation soit sur tous les territoires, de quelque forme que ce soit, entre le milieu urbain ou le milieu rural. Je suis en lien constant, direct avec le président de l'Association des maires ruraux, avec l'Association des maires de France. Nous discutons là-dessus. Les choses ont été expliquées. Nous avons vécu une carte scolaire sans encombre pour le moment. On reproduira ça l'année prochaine. C'est pas une question d'effectifs. On prend en compte la situation locale et on travaille avec les maires pour que nous puissions pérenniser ensemble, et pas seulement sur la seule décision d'un directeur académique, le service d'éducation. Christophe Mony, inspecteur académique dans le Gard, directeur académique du service d'éducation nationale. Je voudrais qu'on termine notre entretien par du sport. Parce que je sais que d'ailleurs vous êtes plutôt passionné par le sport. Sauf erreur de ma part, vous avez dû écrire une thèse sur le handball. C'est bien ça ? Oui, sur la construction des identités sportives. Absolument. Vous avez eu le temps, j'imagine, de suivre l'USAM tout au long de cette année ? Oui, pas que. Pas que. Donc le sport, évidemment, vecteur très important dans les écoles. Comment vous arrivez à l'intégrer dans les programmes ? Évidemment, ils sont obligatoires, et le sport est obligatoire, mais est-ce qu'il y a des projets spécifiques dont vous avez connaissance, qu'on vous fait remonter dans les écoles, les collèges, autour du sport ? On a traversé un été remarquable autour des JO. Voilà. Est-ce que ça fait partie des priorités de rentrée ? Alors, c'est pas à moi, ancien sportif de haut niveau, ancien professeur d'éducation physique et sportive, ancien inspecteur d'éducation physique et sportive, qu'il faut convaincre, c'est pas moi qu'il faut convaincre des bienfaits du sport, notamment sur la réussite scolaire et sur le bien-être corporel et intellectuel des enfants. Bien évidemment, il faut trouver une bonne adéquation et accompagner les enseignants qui ne sont pas forcément formés à cela. Quand vous êtes dans le second degré en collège et en lycée, vous avez des professeurs certifiés ou agrégés d'éducation physique et sportive, comme je l'étais, qui ont une formation spécifique et qui peuvent dispenser, comme le professeur de maths en mathématiques, l'enseignement de PS. Dans le premier degré, c'est différent. Nous n'avons pas forcément des personnels qui ont suivi un cursus STAPS traditionnel, et donc j'ai la chance d'avoir 2 conseillères pédagogiques départementales en éducation physique et sportive particulièrement dynamiques et innovantes pour mettre en place des plans de formation, accompagner. Et puis, on peut s'appuyer aussi sur les comités sportifs, sur les intervenants extérieurs qui rentrent dans l'école, agréés par leur carte professionnelle ou par moi-même après vérification, pour venir en complément des enseignants du premier degré et s'assurer d'eux. On a bien évidemment, vous le savez, le dispositif 30 minutes d'activité physique quotidienne, qui a vocation à aider les élèves à se sensibiliser à la pratique de l'activité physique, qui n'a pas lieu d'être performative comme le sport, c'est de l'activité physique, et par la régularité, le bien-être que cela pose, déjà ça participe d'une cohésion, ça participe du bien-être, et on est tellement mieux après une activité pour réfléchir sur des problèmes de mathématiques, je peux vous le garantir. Et puis on a des projets de ci, de là, comme le projet Scola, avec une d'envergure départementale menée par mes 2 conseillers pédagogiques. On regarde ça et là, notamment leur... Scola, quel est le projet ? C'est un rassemblement d'enfants autour de pratiques physiques, de manière à ce que nous puissions vraiment développer cette pratique-là. Et puis on a des écoles qui se sont distinguées, notamment par le biais de projets Notre école faisons-le ensemble. Je pense à l'école Valabrègue, où
j'y suis allé, qui avait organisé toute une année autour des Jeux Olympiques, avec du travail scolaire autour des pays, par une entrée historique, autour des plats, par l'entrée du goût, autour culinaire. Enfin, il y a toute une convergence de projets autour de cela, et qui, lors de ma présence, puisque je m'étais déplacé avec 2 sportifs de haut niveau, dont Michael Guigou, ancien de Montpellier et de l'USAM, et qui avait manifesté par un défilé type Jeux Olympiques de chaque classe, avec une thématique. Voilà, on a beaucoup d'engagement sur ce sujet-là, et on va faire en sorte de l'entretenir. Nos auditeurs héroltais n'écouteront pas, mais vous préférez le Gard ? Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque département a une spécificité, un intérêt, et je crois que ce qui attire un directeur académique comme moi, autant l'Hérault était en volumétrie, en problématiques assez intéressantes. Le Gard, il a peut-être moins d'élèves, mais en termes de diversité des problématiques, tant territoriales que, je dirais, sociales, culturelles, économiques, il y a aussi de l'intérêt particulier, et je crois que le plaisir professionnel vient de ces découvertes, de ces curiosités, et tout simplement, je dirais, du thème du dernier ouvrage que j'ai publié sur la rencontre, des rencontres qu'on fait. Merci Christophe Mony. Inspecteur académique dans le Gard, je le disais, directeur académique des services de l'éducation nationale. Vous étiez mon invité ce soir sur Radio Viva. Merci beaucoup. Merci à vous. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.